Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous y êtes abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir un témoignage, un nouveau témoignage tout aussi passionnant que les précédents. Bonjour Marie-Louise, ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Sandrine, merci pour ton invitation et je suis très très contente de passer encore un moment avec toi qui sera sûrement très beau. Écoute, c'est amusant parce que on a fait l'inverse il y a quelque temps et puis aujourd'hui c'est moi qui t'interviewe. C'est gai, on va entendre chacune notre tour l'histoire de l'autre. Et je te propose justement de commencer par le début, parce que tu as envie, en fait, pour démarrer cette histoire. Donc moi je suis Marie-Louise, je suis connue sur les réseaux avec une chaîne de tarot qui s'appelle Le Tarot de Malou, qui est plutôt récente. Moi mon histoire elle commence il n'y a pas si longtemps que ça, hein. J'ai que 35 ans, dans une famille totalement normale, famille assez nombreuse. On est quatre filles, les parents, et puis on évolue normalement dans la vie avec un parcours complètement classique, disons-le, éducation classique, métier classique pour les parents, voire avec une certaine forme d'exigence. Et il y a eu plusieurs points de bascule dans nos vies à tous. Et moi, le dernier en date est quand même, du coup, la création de la chaîne Le Tarot de Malou, qui est la fin, si je puis dire, d'un long processus d'éveil et de compréhension, de moi surtout, parce que souvent on veut comprendre tout ce qui nous entoure, mais ça commence par nous. Et donc là, il y a eu un gros shift quand même dans ma vie, qui a inquiété beaucoup de gens autour de moi. C'est ça qui est marrant. C'est que quand tu décides de tout changer, les gens sont là, oh, elle va pas bien, c'est pas normal, qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, je vais très bien. Tu vas très bien. Et c'est amusant parce que tu commences l'histoire par les dernières choses en route, contrairement en général aux gens qui commencent par «je suis née à tel endroit, j'ai fait telle étude». Ah, mais alors je peux. Ah non, mais Et là, je peux te raconter mes études. Quand je te dis qu'on a un parcours classique, c'est qu'on a été beaucoup en école privée. Moi, je fais un lycée privé. Je vais en fac de droit parce que, avec le recul, j'ai pas l'impression qu'on soit très bien orienté quand même pour évoluer en tant qu'ado. Euh, Moi, je me souviens, on me disait, il faut absolument que tu fasses un BTS. Faut que tu fasses un BTS, mais t'as pas le niveau. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Et je vais en fac de droit parce qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, la fac, tu t'inscris dans n'importe quelle fac, tu rentres. Il n'y a pas de Parcoursup, il n'y a pas de quota. Je veux faire droit, je vais en droit. Comme tout le monde. Et comme papa aussi, il y a ce truc, papa a fait ça, donc je ferai ça. Je fais mon droit de façon très très laborieuse, c'est-à-dire que chaque année, j'ai besoin de 2 ans pour la valider. Papa tombe très malade. Euh, et à un moment, je finis ma deuxième année, je la valide et je dis non mais là, faut que je peux pas. Je peux pas construire une carrière. Déjà, je ferai jamais ce que je veux en redoublant à chaque fois. Euh, je dis là, non, faut que j'arrête. Et du coup, je décide de faire ce qu'on m'avait conseillé 4 ans auparavant, de faire ce fameux BTS. BTS où on me disait t'as pas de niveau, t'as pas de niveau. Et donc là déjà c'est un coup, c'est pas un coup dur, mais dans le fonctionnement familial, je suis pas la première à avoir changé d'orientation de façon drastique, mais dans le schéma familial, c'est pas la voie normale. Nous, c'est la voie royale. Il faut avoir des métiers de prestige, des niveaux cadres, voire cadres sup, comme les parents. Et je suis pas la première, encore une fois, à avoir dit bon ben j'arrête parce que ça me convient pas. J'ai ma toute petite sœur qui avait fait ça, où elle a eu l'affront de ne même pas faire de bac général. Elle a fait un bac pro cuisine. Donc ça a été pour les parents une grande évolution, hein, au niveau des croyances par rapport aux études. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître rigolo comme croyance, mais je trouve que c'est hyper ancré. C'est, tu sais, cette obligation de réussite. Moi, ce qu'on nous disait, et je comprends les parents maintenant avec le recul, c'était on veut le meilleur pour vous, on veut que vous fassiez au moins aussi bien que nous. C'était pas pour nous foutre la pression, ou
c'est qu'ils veulent qu'on réussisse, mais dans leur schéma. Et nous, on l'a cassé, et finalement, on est quatre, et on l'a toutes cassé, ce schéma, chacun à notre rythme. Et moi, je me retrouve à faire un BTS. J'avais quand même mis un point d'honneur à finir mon DUG de droit qui n'a absolument aucune valeur aujourd'hui, hein. C'est pas reconnu le DUG, mais il fallait que je finisse. Et je rentre en BTS et puis là, je m'éclate. C'est un BTS qui est très tourné vers la vente et le management d'entreprise. Et moi, je m'éclate parce que je suis en activité. Euh, non pas que j'aimais pas les études, mais je m'embêtais énormément. Et moi, moi comme tout le monde, le corps parle. Et alors moi, le corps, comme je suis têtue, la finalité, c'était des énormes crises d'angoisse à plus sortir de chez soi. Donc il y a un moment, quand j'avais ça, là, enfin, première crise d'angoisse, tu t'inquiètes pas, mais quand c'est pendant une semaine, tu dis bon, là, ça va pas dans ma vie, il faut que je change quelque chose. Et donc voilà, je prends le taureau par les cornes, si je puis dire. Je quitte la voie royale, qui n'est pas si royale que ça d'ailleurs, et je fais enfin un truc qui me plaît. Et j'adore la vente. Moi, j'ai beaucoup travaillé en saison, voir des gens. Enfin, moi, c'est un plaisir, tu vois, d'être au contact des gens. Et donc, je pars dans ce parcours de vente, de BTS. Là encore, je suis confrontée à beaucoup de croyances. C'est fou dans le monde du travail et de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut entendre, quoi. Parce que je fais mon petit BTS et j'ai des très bonnes notes. Je suis en alternance. C'est assez dur l'alternance parce que on te demande de travailler dans une entreprise, mais on te demande de réussir tes examens et qui sont finalement assez costauds. Et il est clair que quand tu es dans ton entreprise, tu fais pas ce qu'on te demande à l'école. Tu vois, moi je me souviens, c'était des calculs, beaucoup de calculs sur par exemple le taux de marge, le taux de marque, les effectifs, évaluer les effectifs. Donc c'est la théorie. Mais alors, dans la pratique, ça se passe pas du tout comme ça, hein. Moi, c'était petite entreprise, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, c'est assez difficile, je trouve, de terminer. Mais bon, moi, je termine haut la main, j'ai des très bons résultats. Et là, je me confronte à l'école qui veut absolument que je fasse une licence et un master. Et je dis non, moi, j'ai un boulot, j'ai un CDI. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, j'ai un CDI au SMIC parce que tu as un statut de vente quand même, hein. T'as pas un doctorat, hein. Et l'école me dit, mais un SMIC, tu sais, avec un peu de mépris. Ben, j'ai oui, j'ai un CDI et mon SMIC. Moi, ça me va. J'ai passé un peu ce BTS pour avoir un diplôme parce qu'il faut en avoir un. Et je ne veux pas faire de licence ni faire de master. Et j'ai dû l'imposer ce truc parce que l'école ne comprenait pas. Elle a des très bons résultats, pourquoi elle continue pas? Et parce qu'en fait, ma vie, c'est pas d'être à l'école, quoi. Il y a un moment, il faut se lancer dans la vie. Et là aussi, les croyances ont la peau dure, c'est que effectivement, personne n'a envie de travailler au SMIC. Mais ce qui se passe, c'est que moi, 3 mois après, j'ai été augmentée de façon très importante. Faut pas exagérer. Enfin, je suis passée quand même de 1100 à 1200 € en 3 mois, ce qui est quand même est pas mal quand tu commences à travailler. Et 2 ans après, j'avais une augmentation de 400 € en tout. Et j'étais contente de moi parce que j'avançais en me disant, tu fais comme tu le sens, surtout comme tu le sens. Moi, les études, ça m'angoissait. Qu'est-ce que tu veux que je me rajoute 5, 6 ans d'études pour en plus ne pas avoir des postes? Parce que plus tu vas haut, moins il y a de place quand même. Faut pas oublier ça. Et enfin, dans ma conception à moi. Et en fait, j'étais là, ben, j'ai eu raison. J'ai accepté un CDI. Je me retrouve à travailler assez rapidement quand même, avec des augmentations qui vont de façon naturelle. Je parle d'argent parce que souvent les gens ont peur de ça quand on est dans le monde du travail, tu vois. Et en fait, je suis hyper contente de moi parce qu'en travaillant, j'ai un statut qui est plus élevé que celui de base. Et c'était aussi un petit pied de nez à tous ces gens autour de moi qui me disaient, ben non, faut avoir une licence, faut avoir un master, faut avoir... Ah non, j'ai pas envie. Moi, je travaillais dans un magasin de farce et attrape. Je vendais des déguisements, je vendais des... Bon, aujourd'hui, je crois que la réglementation a beaucoup changé, mais des assiettes en plastique. Je vendais des feux d'artifice. T'as pas besoin d'avoir un bac plus 36 pour ça, en fait. Et je me suis éclatée et il y avait ce côté,
Tu vois, dans cette famille enfin cette famille, pas que mes parents, hein, la famille au sens large, où on attend de la réussite et des longues études, moi, comme mes sœurs, mes trois sœurs, c'est pareil, on s'est retrouvés assez tôt, bizarrement, à travailler et à être autonomes. Parce que quand tu passes un doctorat, t'es pas autonome à 25 ans, tu vois, c'est plutôt la trentaine. Et à moins d'avoir des bourses et compagnie, et encore, est-ce qu'on est vraiment bien épanoui dans sa vie quotidienne? Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. En fait, c'est super intéressant ce que tu expliques parce que justement, il y a des tas de personnes qui sont confrontées à ce genre de parcours avec des parents, un entourage qui veut leur imposer leur manière de voir. Donc, tes parents avaient une manière de voir la réussite, toi, tu en avais une autre. Est-ce que, bon, pour eux, on comprend bien, c'est les études, le statut, et ce qui va avec. Et pour toi, c'est quoi le sentiment de réussite? L'action. Moi, j'ai vraiment ce truc de l'action et de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime sans forcément s'imposer beaucoup de temps sur les bancs de l'école, si je puis me permettre. Et l'autonomie aussi. J'ai ce truc. Mais attention, ça vient aussi des parents. Parce que ça, on en a beaucoup parlé, surtout après le décès de papa. C'est ma grande sœur qui l'a dit. On a été élevés pour nous barrer de la maison. Et c'est vrai. Le paradoxe de mon éducation, c'est que, enfin, ce qui n'est pas un paradoxe d'ailleurs, je pense que c'est une belle richesse, on nous apprend à travailler bien, on va dire, mais aussi à être autonome rapidement. Et c'est vrai que nos parents, il n'était pas question qu'on reste jusqu'à 30 ans au crochet des parents, à la maison, à appeler dès qu'il y a un problème. On a été vraiment poussés, toujours dans l'amour. Hein. C'était une façon de nous rendre autonomes. Et moi, je me retrouve en internat à 15 ans. Et c'est génial. Parce que quand tu as goûté à l'autonomie, et les parents avaient cette confiance en nous, où il n'y avait pas de portable à l'époque, où c'était les premiers, et ils nous foutaient la paix. Hein. Moi, mes parents m'appelaient pas tous les jours, comment ça va, ma chérie, est-ce que tu as bien mangé, comment ça s'est passé. On était vraiment, il y avait un goût de liberté, d'autonomie, et on a été élevés comme ça. Alors la réussite, attention, c'est pas la réussite financière, c'est l'accomplissement en fait. Et c'est vrai que j'ai gardé ça, et je le revendique aujourd'hui peut-être un peu trop. C'est peut-être ce qui me coince dans mes relations amoureuses. Mais le fait d'être autonome et indépendante, d'arriver toute seule à payer mon loyer, ma voiture, et d'ailleurs j'ai des réparations à faire, à gérer mon travail, mais quelle fierté, punaise! Parce que c'est quand même aujourd'hui très compliqué de vivre seul, faut le dire. La conjoncture financière fait que c'est très très difficile. Donc, on voit que tu es déjà arrivé à ce moment, donc, quand tu travailles dans ce magasin de farci attrape, à un niveau de réussite qui te correspond. Mais le chemin ne s'arrête pas là, puisque tu as encore pris d'autres décisions par la suite. Ouais. Tu es jeune, mais en fait, c'est vrai que tu as déjà fait plein de choses, hein. Ah oui, et tout commence là. C'est à ce moment-là où ça va commencer. Le point de bascule, il arrive là. Ah ben, on est impatient d'entendre la suite. Je suis quand même là quand je travaille, je suis à Bordeaux. Je suis dans une vie d'un banal. J'ai mon petit CDI, comme je te l'ai dit, parce que je parle de ça parce que c'est la quête de tout le monde, le CDI, hein, qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens. Je suis en couple, je suis installée, la vie plan-plan, j'ai un bon poste, je suis contente, ma vie elle me convient. Sauf que je vais pas bien du tout. Et je me fais une année d'angoisse, mais à un niveau je me suis vraiment fait peur. J'avais beaucoup d'angoisse au lycée et à la fac, et là, ça revient. Sauf que là, je suis une adulte, je conduis. Et quand tu as une crise d'angoisse, quand tu es en train de doubler une file de camions sur la nationale, là, les enjeux sont pas les mêmes. Et donc, je me retrouve à quasiment plus pouvoir prendre ma voiture. Je suis à Bordeaux, donc pour travailler, il y a 1 milliard de solutions. Je dors plus, très peu. Euh, je me réveille la nuit bon, c'est un terme médical qui n'a jamais, moi je l'appelle comme ça, en tachycardie. Je me réveille de peur la nuit. Et là, j'ai peur. Là, je me dis, attends. Tu te réveilles la nuit avec le cœur qui palpite.
J'ai 27, 28 ans à l'époque. Je dis là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et moi, je continue ma vie. J'ai pris le sport parce que je me dis, bon, ben là, je vais être fatiguée pour une vraie raison, parce que je fais du sport. Sauf que je peux plus. Et je me rends compte que j'ai une mononucléose. Je tombe sur une psychologue qui me dit, faites le test, parce qu'il y en a pas mal en ce moment. J'ai la mononucléose qu'on appelle la maladie des amoureux. Donc moi, j'ai la fatigue extrême, j'ai la mononucléose. Paradoxalement, mon conjoint ne l'aura jamais, alors qu'on a une vie de couple absolument normale. Et ça va pas, et ça va pas. Et jusqu'au jour où ça dure un an. On passe 3 semaines de vacances à la maison, tous les deux. Et le dernier week-end, je dis, bah écoute, je vais voir mes parents à Soulac, on a une maison de vacances. Il me dit, je viens. Je dis non, je vais toute seule voir mes parents. Puis je comprenais pas pourquoi il voulait venir, parce qu'il aimait pas Soulac, il accrochait pas forcément avec mes parents. Et là, je dis non. Et en fait, quand j'arrive à Soulac, je dis, ben, je ne repars pas. Et là, la libération, alors je ne comprends pas ce que je dis, mais une libération intense, je ne repars pas. Mais t'imagines toutes les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je quitte mon conjoint, je quitte mon foyer, je quitte mon boulot. C'est physiquement, je ne peux pas partir. Tu vois, il y a des gens qui font des burn-out et qui expliquent qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Moi, c'était je ne pouvais pas aller à Bordeaux. Et là, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, j'en ai rien à faire. Et tu vois, on parle souvent de lâcher prise. Et moi, je m'étais posé la question de changer de boulot parce que je voyais que je commençais un peu à m'ennuyer. Pourtant, je faisais beaucoup de choses. Et je disais, maintenant, je peux pas changer de boulot. C'est pour ça que je te parlais de salaire au début. C'est que j'étais là, je vais passer de 1500 à 1100 euros. Le SMIC était à l'époque à 1100. Je dis, moi, là, je peux pas financièrement. Là, je dis, je ne repars pas. Et là, l'histoire de combien je vais être payé, ben rien du coup, parce que moi, dans mon esprit, je vais démissionner. La question, j'en ai rien à faire en fait. Et c'est là où il y a un vrai point de bascule. C'est-à-dire que tout ce qui semble important, le salaire, le conjoint, les apparences aussi. Je m'en fous, mais je m'en fous complètement de savoir combien En fait, l'urgence, là, ce qui est vital pour moi, c'est de rester à Soulac. Et à Et, partir de ce moment-là, tout ce qui était angoisse alors, parce que tu es partie avec toutes ces angoisses, tu les avais encore à ce moment-là. ah Est-ce bah que bien sûr, oh bah, ah oui, faut pas croire. C'est pas parce qu'on prend sa voiture 2 heures, qu'on prend un avion ou un train, les angoisses, elles te collent à la peau. Hein. Faut pas que tu leur ouvres la porte, elles sont là. J'en ai. Alors alors je suis bien quand même. Je suis bien parce que je suis avec mes parents. Euh... Ces fameux parents où on est hyper indépendant. Je suis en sécurité. C'est ça que je veux dire. Je suis en sécurité. Je suis pas, je dors mal parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, hein, parce qu'en 3 jours, je quitte mon conjoint, j'annonce au travail que je ne reviens pas. Et là, c'est on fait quoi? Mais les angoisses vont mieux. Et je rencontre une dame, Véronique, elle s'appelle Véronique comme ma mère, qui est naturopathe et qui fait de l'hypnose. Et elle m'a énormément aidée. Et il y avait des semaines où je la voyais 2 fois pour des petites séances d'hypnose. Ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, ben là, autant te dire que je faisais très attention. Euh, je la payais pas. Je l'ai payée quelques mois après. Je lui ai fait un virement conséquent, enfin, à la hauteur de toutes les séances qu'elle m'avait offertes. Et là, je vais mieux. Je m'occupe de ses angoisses. Je m'occupe de moi. Et je suis aussi entourée de gens sains et simples. ce qui est étonnant dans ton histoire, c'est que la plupart des gens, quand ils font le saut de quelque chose, ben, un jour, ils se disent, bon, j'en peux plus, si je m'en vais. Et toi, tu t'en vas, et c'est une fois sur place que tu te dis, bon, stop pour tout ce qui ne me convient pas, quoi. Et tu sais, mon papa disait, bon, c'est un peu misogyne, mais c'est drôle, dit, les femmes, vous agissez, vous réfléchissez après. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors oui et non, parce que j'avais quand même réfléchi en amont. Tu vois, j'avais pensé à changer de travail. À un moment, j'avais pensé à ne plus habiter avec mon conjoint. Et quand je suis dedans, je réfléchis pas, je ne comprends pas. En fait, je suis pas en état de comprendre. C'est avec le recul que je dis, mais attends, ça fait un an que tu as le message que tu vas quitter ton couple. Mais ça, c'est après, c'est quand tu commences à aller bien que tu t'en rends compte. Quand tu as la tête dans le guidon, tu as la tête dans le guidon. Et c'est tout.
Et moi, j'ai de la chance, c'est que mes parents sont compréhensibles, compréhensifs même. C'est ok. En plus, je vais pas bien quand même, parce que même si cette décision elle me libère, je suis pas au top du top. Et donc là, c'est ok, on laisse faire, on verra. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et là, il y a eu tout un processus de guérison et d'expérience assez particulière qui m'ont amené ensuite à la spiritualité. Et je commençais, sans le comprendre en fait, un chemin ouais, de guérison. Et cette naturopathe qui faisait de l'hypnose, naturopathe et hypnothérapeute, c'est vrai que cette personne m'a énormément aidé, mais sans jamais me parler de spiritualité d'ailleurs. Elle, c'est vraiment naturopathie et hypnothérapeute classique. Oui. Elle peut parler d'intuition, mais si je commence à la lancer sur des choses un peu perchées, comme on peut dire, non. Son papa était diacre, tu vois, toujours carré. Tu es entouré de gens carrés. Oui, mais je ne suis pas trop moi. Et donc là, je fais une expérience assez incroyable. Qu'est-ce que je sais faire? Vendre des farces et attrapes. Et donc je crée un magasin de farces et attrapes à Soulac-sur-Mer. Et c'est simple, c'était pour la Coupe du Monde 2018. Et il s'avère que ce magasin, il aurait jamais dû être ouvert. Mais tout est fait pour que ça s'ouvre. C'est-à-dire que je trouve un local très bien placé. J'ai un crédit alors qu'aucune banque ne m'en aurait fait un. Et je travaille. La Coupe du Monde fait que ça travaille beaucoup. Tu sais, bleu, blanc, rouge, tout le monde, de plus en plus de gens se griment. Plus l'événement est haut, plus les gens jouent le jeu. Et à la fin de la saison, je dis, bon, t'enlèves tout ton chiffre d'affaires de la Coupe du Monde, tu vois ce que t'as fait, pour voir si tu rempiles. Là, j'ai fait, ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ben, ça va pas marcher. Et donc là, je me retrouve avec un crédit sur le dos quand même. Une expérience incroyable et un crédit. En parallèle, je vis une relation amoureuse chaotique, une autre, différente, une triangulaire, je suis la tierce. Et, euh, et là, je me retrouve à devoir donc avoir des dettes. Et là, je mets les mains dedans, j'y vais, je me retrousse les manches, je fais des choses que jamais j'aurais pensé faire. Comme quoi? Et de la peinture, j'ai repeint une chambre chez quelqu'un. J'ai fait une terrasse en bois avec quelqu'un en extérieur en plein mois de janvier en bord de mer. J'ai fait de la plonge, j'ai fait de la restauration, j'ai fait du service. Et il faut que je travaille, il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rembourse mon crédit. C'est pas compliqué, hein, ma façon de penser. Donc là, j'apprends l'humilité aussi. Parce que c'est pas du tout simple hein, de peindre une pièce. C'est pas tu prends ton rouleau, t'y vas. C'est un vrai métier. Serveur aussi, c'est un vrai métier. Donc ça t'apprend. Enfin moi, ça m'a beaucoup appris à me remettre en question. J'ai aussi vu que je pouvais rebondir, que j'avais énormément de ressources. Jamais je dirais que j'étais précaire, parce que moi j'ai toujours eu un toit sur la tête et j'en aurai toujours un. Donc si tu veux, j'ai pas cette peur. Mais je sais ce que c'est que de faire les fonds de tiroir. Ça, y a pas de Tu veux problème. dire que tu n'as pas cette peur parce que tu as la famille derrière ou parce que tu comptes sur tes capacités? Les deux. J'ai la famille, mais j'ai aussi plein de ressources. J'ai aussi les deux. C'est un mélange des deux. Et si ça se trouve, je me trompe. Hein. Si ça se trouve, je vivrai dehors. Je touche du bois pour pas que ça se produise. Mais c'est un mélange des deux, je dirais. Et là, je me rends compte que j'ai des ressources incroyables. Mais j'ai quand même cette nouvelle histoire d'amour, qui n'en est pas une d'ailleurs. Ça, je l'ai compris très longtemps après. Et c'est là où je découvre vraiment la spiritualité. Et là, c'est un choc positif et assez rigolo quand même. Ma première prise de conscience, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je me noie dans la spiritualité en me disant j'ai trouvé la source de tous mes problèmes, je vais trouver toutes mes réponses, ma vie sera parfaite, et je me noie littéralement dedans.
En C'était étant quoi, ça a été quoi vraiment ta première découverte? ma première découverte, je rentre du travail à 23h30, je me fais un petit thé et j'ai une suggestion de vidéo YouTube, éclipse lunaire. J'écoute étant persuadée qu'on va parler d'astronomie. Sauf que c'est de l'astrologie. J'écoute et je dis, mais c'est quoi ces conneries? En fait, c'était quelqu'un qui analysait les énergies par rapport à la Lune et aux planètes. Bon, de l'astrologie, quoi. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Pas du tout. Sauf que j'écoute. Et ça me parle. Je dis, bon, je vais réécouter. Je suis très dans l'analyse, je suis très critique. Je suis très cartésienne comme personne, ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Et là, je dis tout. Il y a l'effet Barnum, où forcément c'est large, donc tu vas t'y retrouver. Et en fait, à la deuxième écoute de ce podcast, je dis, OK, il y a l'effet Barnum, ça me parle quand même énormément. Ça parle d'ego, ça parle de colère, ça me parlait beaucoup. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde qui s'ouvre. L'astrologie, paradoxalement, ne va pas trop m'intéresser. Et puis, en tâtant, je tombe sur les cartes, le tarot. Première réaction, je me dis, mais c'est quoi ces femmes, parce que c'était principalement des femmes à l'époque, qui arnaquent tout le monde. Sauf que j'écoute. J'écoute parce que j'ai des questions, parce que je suis dans une souffrance extrême, et j'écoute. J'écoute. Et je me noie dedans, je me perds dedans. Heureusement que j'avais pas d'argent pour prendre des consultations, mais tous les comportements d'addiction qui peuvent exister là-dedans, sauf la dépense financière, et je les ai eus. J'écoutais des guidances parfois toute la journée pour me rassurer, mais ça marchait pas. Et donc, la suite, alors, comment tu as fait le partage entre ce qui était utile, ce qui l'était pas? Comment s'est déroulé ce parcours finalement? À un moment, j'ai dit stop, tu arrêtes. Sauf qu'entre-temps, j'avais beaucoup de jeux de tarot. Et je me suis dit, j'ai envie de comprendre quand même comment ça fonctionne. Donc j'ai arrêté les guidances parce qu'en fait, les guidances, j'avais une question, j'avais la réponse que je voulais aussi. Et sauf que quand j'écoutais les guidances, c'était pas ce que je voulais entendre. Et quand enfin je trouvais sur la guidance que je voulais entendre, ça résonnait pas. Donc c'était très difficile à vivre. Et je me suis farci la tête hein, quand même. C'est ça l'image que j'ai. Et à un moment, je dis bon, t'arrêtes parce que clairement, c'est pas du tout la bonne attitude. Par contre, t'as tes jeux de tarot, sers-toi de tes jeux de tarot. Et je m'amuse. Et pareil, là, je me rends compte que je peux faire dire ce que je veux hein, à une carte. Si t'as décrété qu'elle te disait oui, il va quitter sa femme, il va venir vers toi, t'as décrété ça, personne est avec toi pour te dire non mais pas du tout. Je tâte, j'expérimente et il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, je vis un effet miroir qui est très difficile. Bon, comme je te disais, mon papa était très malade, sauf que là, je vis avec. Parce que papa habite en front de mer et c'est un peu ça. Son internat et le week-end, il rentre à la maison pour voir maman. Et je suis confrontée à la maladie de mon papa. Et je suis la première à conscientiser qu'il va mourir. Alors, comme je l'ai dit, on va tous mourir. Tu vas mourir, je vais mourir, les gens qui nous regardent aussi. Mais là, il va mourir bientôt. Et j'ai ressenti ce truc de l'avoir au quotidien, qu'en fait, sa situation, au mieux, elle se stabilisait, mais elle ne pouvait pas s'améliorer. Et ça, c'est difficile. Et quand je te dis effet miroir, c'est que la personne que je fréquentais avait le même âge que mon père. Et à un moment, je me dis, mais attends. Ce que tu fais pour ton père, parce que j'ai fait des choses, la maladie transforme le corps. Et j'ai fait des choses pour mon père, parce que je l'aime, parce que j'ai vraiment cette éducation d'aider les gens dans le besoin. Je dis, mais attends, ce que tu fais pour ton père, est-ce que tu te vois le faire pour la personne avec laquelle tu vis? Maintenant, pas dans 30 ans, maintenant. Et moi, je fais, ouais. Non, pas du tout. Moi, j'ai porté mon père. J'ai porté. On l'a tous porté. J'ai vécu avec. J'ai fait des choses qui sont très lourdes au niveau émotionnel, au niveau la place du parent, la place de l'enfant. Et donc, j'ai en parallèle, je comprends que papa va partir, est en train de partir, et je m'ouvre à d'autres choses. Et il y a un reportage qui m'a vraiment bouleversée, c'est En conscience. C'est un reportage dans lequel tu as beaucoup d'expériences de mort imminente.
des témoignages. Moi, ça, mais alors moi qui suis cartésienne, j'écoute ça, je dis, c'est quoi ça? Sauf que j'écoute. Et il y a des gens qui vont, waouh, le discours des gens, l'amour qui ressort. Et tout ça a fait que j'ai commencé à prendre beaucoup de distance sur la spiritualité telle que j'allais la regarder, parce que c'est moi qui suis en demande. Et j'ai essayé de prendre encore plus de recul, sortir un peu des cartes, à écouter des choses, des témoignages, des expériences, à ne pas prendre tout pour argent comptant aussi, à retrouver mon esprit critique que j'avais perdu. Et tout ça a fait que je me suis fait ma propre idée de la spiritualité. Et en parallèle, je continue à me tirer les cartes parce que j'aime ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les cartes ne me donnaient pas de réponse de divination parce que je leur faisais dire ce que je voulais. Par contre, ça m'a énormément aidé à travailler sur moi. Parce que je n'arrivais pas, moi, à me dire ça ne va pas. Par contre, quand j'avais 10 fois la même carte qui sortait, qui parlait de tristesse, il y a un moment, je dis, bon, ok, il y a un truc derrière. Et je me suis servi des cartes pour m'aider à me sortir de cette phase qui était un peu difficile. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'essaie de transmettre aux autres, la carte, les cartes comme outil de développement personnel, à défaut d'être de la divination. Donc, tu as d'abord eu l'étape où tu as soigné ton mal-être, tu as étudié en parallèle la signification des cartes, tu as appris à maîtriser l'outil, et puis tu as décidé d'offrir ton savoir et ton expérience aux autres. C'est bien ça? Oui, c'est joliment dit, parce qu'en fait, Soulac-sur-Mer, c'est une station balnéaire en côte atlantique. J'habite là-bas. Et en fait, je suis en février. Et à un moment, je dis, mais je m'ennuie là. Je m'ennuie parce que tu ne travailles pas en hiver quand tu es là-bas. Et là, je m'ennuyais. Et je dis, bah tiens, je vais ouvrir une chaîne de tarot. Je vais voir. Et souvent, les gens me disent, comment t'as fait pour ouvrir ta chaîne? C'était quoi ton plan? Ah, il n'y a pas de plan. Je m'emmerdais. Donc, le plan, c'était, j'ai besoin d'une occupation nouvelle. J'ai ouvert ma chaîne. Il y a des gens qui regardent. Et là, on commence à me demander des consultations. Et c'est là où ça a commencé, où j'ai commencé à dire OK. Donc j'ai pris les consultations en expliquant que je commençais, donc d'être indulgent. Et puis plus j'en faisais, plus j'étais à l'aise, plus je voyais, ça a été très important, comment je pouvais aider l'autre. Et pour moi, j'étais accompagnée là-dedans, parce que j'ai jamais ouvert ma chaîne en me disant c'est ton travail, pas du tout. C'était un loisir, un hobby. Et en fait, le travail, entre guillemets, s'est imposé à moi 1 an et demi après. Où là, les demandes de consultation prenaient beaucoup de place sur mes emplois, parce que c'est à l'époque où je cumulais plusieurs emplois. Et à un moment, tu peux pas être partout. Et là, il y a eu l'engagement suprême, le fait de se dire, je vais là-dedans. Parce que tu peux pas faire les choses à moitié. Moi, j'arrivais à un point où c'était plus possible. Et j'étais en train de me fatiguer, et puis c'était pas juste. Et donc, il y a eu ce moment où il a fallu décider. J'ai décidé de ne me consacrer qu'à ça. C'est une décision qui est importante, comme je te le disais tout à l'heure, seule, indépendante, autonome. Il y a un moment, il n'y a plus de droit au chômage. Il y a un moment, il y a pas d'aide. Il y a des aides, mais beaucoup moins que quand on est en activité traditionnelle, si je puis me permettre. Donc là, c'est un gros saut dans le vide. Mais en fait, j'ai été préparée, j'ai été accompagnée et à un moment, j'ai dit j'y vais, j'ai confiance. Et donc aujourd'hui, c'est devenu ton travail à plein temps. Et qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors moi, aujourd'hui, je propose plein de choses. J'en rajoute encore en plus, tu vois. J'aime bien ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, donc ma chaîne principale, c'est le Tarot de Malou sur YouTube où je propose des guidances quotidiennes et à la semaine. Et j'ai des guidances. Si les gens veulent une guidance personnalisée, j'ai plusieurs types de guidances. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour l'accompagnement au développement personnel parce que pour la voyance, je suis désolée, mais moi, j'ai vu la limite que ça avait sur moi et sur les autres. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un non, il ne va pas revenir, par exemple, si on n'est pas aussi là pour l'aider à traverser et à intégrer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent
tous les mois te poser la même question. Tu auras tous les mois la même réponse, mais il n'y a pas l'intégration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens avec le tarot comme moi, je me suis aidée avec. Et donc, j'ai ce rendez-vous qui est accompagnement au développement personnel et qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est comment aider l'autre à sortir de la tempête ou à la traverser de façon plus douce. Je propose aussi une formation, c'est développer son intuition à l'aide du tarot. Comme moi, j'ai compris le tarot, comme il m'a aidé, et ça, je le transmets. Et depuis peu, j'ai ouvert une autre chaîne YouTube, La spiritualité pour tous, où je fais venir des gens, des profils qui m'intéressent, comme toi. Et c'est pour dire, le tarot c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses. C'est pour montrer aux gens qu'il y a pléthore d'outils, qu'il faut s'ouvrir. Enfin, c'est les gens font ce qu'ils veulent, mais moi je dis pas aux gens, moi je suis meilleur qu'un autre, le tarot c'est mieux que le reste, pas du tout. Moi le tarot je maîtrise, donc pour moi le tarot c'est bien. Mais il y a des gens, ça va pas les aider. Il y a des gens, ils ont besoin d'autre chose. Et cette chaîne, elle permet de découvrir d'autres profils, des parcours de vie aussi, parce que ça, c'est toujours très important, mais d'autres profils et d'autres angles d'attaque, si je puis dire. Et aujourd'hui, quel est le regard que porte justement ton entourage sur ce que tu fais? Parce que là, c'est encore pire, je dirais. Tu as vraiment dépassé les schémas classiques. Tu n'es même plus Oh. vendeuse dans un magasin, c'est vraiment du hors Mm. norme. Alors comment ils prennent? Ah, et surtout que là, depuis peu, ça a été un gros travail sur moi sur les 6 derniers mois, c'est Marie-Louise. J'ai le tarot de Malou, mais je suis Marie-Louise. Donc là, je suis encore plus en train de m'accepter. Alors, je n'ai jamais eu de remarques. J'ai eu des petits tacles parce que on aime se chatouiller quand même, mais je n'ai jamais eu de gens qui m'ont dit non mais t'es complètement taré. Ça, j'ai jamais. Les gens ont laissé faire, ont observé, comprennent ce que je fais, comprennent que c'est plutôt de l'aide. Par contre, je n'ai pas manqué d'avoir comme cadeau de Noël une boule de cristal en plastique. Donc ça, c'est du second degré. Mais moi, j'aime rigoler, donc il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai 3 sœurs. Il y en a une qui adhère. Il y en a une qui adhère pas du tout, mais on n'en parle pas. Et on s'aime très fort quand même. Et il y en a une autre qui tend l'oreille. C'est compliqué pour elle parce qu'en plus elle est dans le milieu médical, mais qui tend l'oreille d'autant plus que d'ailleurs je suis allée la voir dans son bureau. Elle est cadre infirmier. Et en fait, il y avait une infirmière dans le bureau. Elle me dit, mais tu ressembles. Et puis je dis non, je ressemble pas trop à ma sœur parce que c'est vrai qu'on est très différentes physiquement. Elle me dit non, tu ressembles à Malou. Et là, je dis, ben, c'est moi. Et c'est la première fois qu'on m'a C'est trop reconnue. amusant. Ah oui, et c'est la première fois qu'on m'a reconnue hors festival ou salon. Et là, ma sœur, elle était enfin, tout le monde était sur le cul, tu vois. Et là, ça a été génial. Et les gens acceptent, et surtout que je me montre de plus en plus, et j'assume de plus en plus. Et j'ai fait une grosse émission sur une grosse chaîne, et j'ai un cousin, mais alors lui, on est aux antipodes. Le mec, enfin, je suis incapable de t'expliquer ce qu'il fait. Très grosses entreprises, on est sur des revenus énormes, c'est pas mon milieu. Et il m'a dit, tu t'exprimes très bien. Et ça, je me suis dit, waouh, ça c'est beau. C'est le super homme d'affaires, mais qui est aux antipodes de ça. Tu t'exprimes très bien. Et je dis, ah, mais ça c'est beau. Et donc voilà, donc, mes sœurs ne regardent absolument pas mes vidéos, plus les vidéos d'interview, tu vois, que les tirages de cartes. Et là, j'ai ma maman regarde les interviews et aime beaucoup. Et ça me fait plaisir. Et quand elle aime pas, elle me le dit, mais c'est complètement accepté et c'est chouette. Et moi, ils sont contents de moi, je pense. Et je dois dire aussi, c'est vrai, tu t'exprimes très bien. Et pour clore cet entretien, si tu devais donner un conseil aux personnes qui hésitent, qui ont parfois un mal-être, des angoisses, quelque chose qu'elles ne sentent pas de bien dans leur vie et qui pourtant restent dans cette situation au lieu de la changer, qu'est-ce que toi tu leur donnerais comme conseil par rapport à ce qui a été ton expérience, ton chemin de vie? Alors, paradoxalement, je leur conseillerais pas de faire ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai dit stop à tout de suite. Mais c'est ce que je fais dans mes rendez-vous, c'est que souvent,
quand les gens sont pas bien, je dis, mais avant de prendre des décisions, il faut être un peu mieux. Et c'est difficile de passer d'un mal-être total à un bien-être total, mais c'est de trouver des petites choses très simples qui font qu'on est un peu mieux dans sa vie et plus à même de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on ne prend pas, dans la mesure du possible, de décisions quand on est dans l'émotion. Et Mhm. évidemment, le conseil, c'est de ne jamais hésiter à être accompagné, que ce soit par un psychologue, par un psychiatre, par un thérapeute, ce que vous voulez, de pas hésiter à demander de l'aide et il n'y a aucune honte, vraiment, à se faire aider. Et moi, l'hypnose m'a sauvée. Moi, je le vois comme ça. L'hypnose m'a sauvée. J'espère que ton témoignage va peut-être en sauver d'autres aussi, en tout cas les mettre sur ce chemin de se faire aider, accompagner si le besoin s'en fait ressentir. En tout cas, c'était vraiment une très belle histoire et je te remercie d'avoir partagé ton témoignage. Merci beaucoup, Marie-Louise, Merci à toi. et bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, l'hypnose l'a sauvé, peut-être que ce sera votre cas ou que vous allez choisir autre chose. Ce qui compte, c'est que vous trouviez votre propre chemin et que vous réalisiez ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite tout le meilleur et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.